Pardon, vas-y. Bah, c'est pas grave, on commencera sur C'est ma meuf qui a flouté. Ouais, Donc, elle a flouté derrière parce qu'elle aime pas qu'on voit notre chez nous. Donc c'est pour ça que c'est tout flou maintenant derrière. d'accord. Mais par contre, on disait, tu as une belle tête, parce que tu as un nouvel ordinateur avec une nouvelle caméra. Voilà, toi, tu as ta caméra. Donc, salut à tous. Voilà, on commence dans le gros n'importe quoi. On est en train de discuter, puis hop, on lance. Donc, je sais pas du tout de quoi va parler JB. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux que je te. J'ai dit, non, on fait comme ça. J'ai la surprise avec tout le monde. Et puis voilà, c'est ton émission, c'est la spéciale JB Guest. Donc, je t'en prie, JB Guest, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Alors, je vais vous présenter ceci. Hop, hop. Je sais pas si on les voit bien. Ah, ça auto-floute. Tout flou. Ah, Créature voilà. Codex. De chez Cobalt Press. Ah, c'est Ah, c'est les ignoble. petits indés que t'aimes bien, c'est ça? Alors, Éditeur tiers. c'est pas vraiment des indés. Alors, pourquoi on voit rien à cause de l'autofloute. Bon, c'est pourri, c'est pas grave. Les points importants à retenir avant que je me lance. Cobalt Press, donc là je vais vous présenter les 3 bestiaires de chez Cobalt Press qui sont sortis, donc le Tome of Beast 1, Tome of Beast 2 et le Creature Codex. Mhm. Et le mec se barre déjà, tu vois, j'ai mentionné bestiaire des D5, le mec se casse. Ah, j'ai Cobalt mon feu qui a Press, fait un bruit tout chelou, j'avais pas envie d'être attaqué par un feu. je peux comprendre. Voilà, c'est la plus grosse boîte. Non, non, mais il n'y a pas de problème, ça serait dommage que tu prennes feu devant des milliers de téléspectateurs. C'est la plus grosse boîte DD5 après Wizard. En gros, c'est les mecs qui font le plus de contenu après Wizard. Donc, c'est les Ceux qui numéros vont se 2. faire doubler par les Mushmen. C'est possible. On fait tout pour. On fait tout pour. Notamment, on va plastiquer leurs locaux, ce qui nous permettra d'avoir une longueur d'avance. Et donc voilà, en gros, c'est les numéros 1 des produits éditeurs tiers pour la 5e édition aux États-Unis. Pourquoi est-ce que moi j'ai 3 de leurs bestiaires en édition pocket chez moi parce que ça m'a été envoyé par mon éditeur Les Mushmen justement pour que je puisse regarder un petit peu ce qui se faisait au niveau des bestiaires en éditeur tiers. Ça fait partie des trucs que j'ai reçus, on va dire, comme outil de documentation. Donc je les ai reçus. Et pourquoi j'ai voulu recevoir cela? Parce que c'est une série de bestiaires qui a très 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 bonne presse aux États-Unis. Un truc qu'on retrouve régulièrement chez les rôlistes américains, c'est qu'ils sont meilleurs que les bestiaires de chez Wizard. En gros, ils sont considérés comme mieux faits, mieux conçus et tout ça. Et pourquoi, me diras-tu, est-ce que ça peut intéresser le rôliste francophone, qui n'a déjà quasiment rien de chez Wizard et qui va me dire mais dis donc Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes trucs éditeurs? Tiens, eh bien, En anglais. en anglais, parce que le premier d'entre eux a déjà été traduit en français par Black Book Edition sous le titre Livre des bêtes, je crois, pour à l'époque Héros et Dragons, et qu'en fait, il va être réédité ainsi que le deuxième, donc Tome of Beast 1 et Creature Codex vont être réédités pour Roll and Play le JDR, ça faisait partie du full lancement, et donc vont arriver en français. Donc là, sur les 3 dont je vais vous parler, les 2 premiers débarquent dans vos crèmeries en même temps que Roll and Play le JDR. Voilà. Mais du coup, ils vont les retravailler pour, enfin, comment dire, vu qu'on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur le mécanisme de roll and play, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait des modifications ou Non, je pense que. Enfin, je n'ai aucune info sur la façon dont Black Book bosse Roll and Play JDR. Je sais rien, mais ce qui me paraît logique, c'est qu'ils recherchent la compatibilité à 100%. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir ce qu'a Agathe actuellement avec Dragon, c'est-à-dire un, un clone de DD5 fonctionnel en français pour pouvoir récupérer une partie du marché avec une production francophone. Et là où ils font un très bon choix, ils l'avaient déjà fait donc en traduisant le premier, c'est qu'ils sont allés chercher le top de ce qui se fait en éditeur tiers aux États-Unis. Ils ont fait un deal avec Cobalt Press. Si vous regardez bien la couverture dans le full lancement Roll and Play, vous verrez que le logo Cobalt Press apparaît donc je crois que ça va s'appeler le Codex des créatures 1 et 2 en français. Donc vous verrez le logo Cobalt Press à côté du logo Roll and Play. Et donc, non seulement ils ont leur propre contenu, on va dire perso BBE, mais ils vont chercher le top de ce qui se fait en éditeur tiers pour renforcer leur ligne 5e compatible. Et c'est un très bon choix.
Voilà, Dieu sait que moi, Roll Play de JDR, je ne suis pas client, mais le fait d'aller chercher les bestiaires de chez Cobalt Press, c'est vraiment une bonne idée. Il y a un certain nombre de produits éditeurs tiers qui sont vraiment stars aux États-Unis, et ils ont été prendre le produit le plus populaire non-Wizard pour augmenter leur gamme, et c'est un très très bon choix. Voilà, je ne sais Oui, pas non, si tu mais as dit. ouais. C'est clair, d'un point de vue éditorial, oui, c'est du très bon. Ouais. C'est très solide, voilà, c'est très solide. Et ce qui fait qu'on va effectivement avoir, avec le dragon d'Agathe d'un côté et le roll and play de l'autre, un beau duel de titans en DD5 francophone. Étant entendu que de toute manière, sauf accident de parcours, tout ça, ce sera. Ils vont se battre pour ramasser en gros les restes de DD5 en français, de toute manière. Mais les restes de DD5 en français, ça reste des beaux restes, des gros. Ah, en anglais, il s'en sort bien, le dragon. Mais bien sûr, mais parce qu'ils ont été malins chez Agathe, c'est-à-dire qu'ils vont pas se faire leur. En gros, ils lancent le projet avec leur communauté francophone, mais l'objectif, c'est la traduction en anglais, parce que en anglais, les ventes sont multipliées, et puis surtout, eux, ils arrivent avec leur direction artistique de fou furieux. Donc, en gros, les mecs se pointent avec leur dessin en mode, bah, on va vous montrer une French touch qui claque, et on se retrouve avec des bouquins magnifiques. Donc, ils ont tout à fait raison de fonctionner comme ça chez Agathe. Après, je pense que chez BBE, l'objectif est plus le marché francophone, donc d'essayer de récupérer ce qu'ils avaient avec Héros et Dragons, avec leur roll and play, le JDR. Et donc voilà, mais c'est vrai que, bah, comme j'en avais déjà parlé quand j'avais chroniqué un autre supplément éditeur tiers, je pense que les compagnies françaises qui traduisent qui veulent manger un peu de la cinquième ont tout intérêt à se concentrer sur les produits éditeurs tiers stars et à les traduire en français. Et il y a des choses vraiment très bien en éditeur tiers. Et donc, bah, BBE a dégainé le premier en contactant Cobalt Press, et tant mieux pour eux. Et donc, c'est pour ça que la chronique de ces petits bestiaires pourra être intéressante aussi pour les vieux geeks francophones. Donc, on va rentrer dans le. Champion de la digression, on a annoncé le truc, ça fait 7 minutes et quelques qu'on part complètement déjà. Je vais fermer ma bouche, donc je t'en prie. Mais quels sont ces bestiaires? Tintin. Tintin. Alors, déjà, moi, je les ai en édition Pocket. C'est petites éditions, donc c'est tout petit. Tout flou. Voilà, c'est tout Et vas-y, petit. essaie de les mettre à la place de ta tête, voir si la caméra, elle croit que c'est une tête et qu'on a un truc propre. Ouais, non, c'est dégueulasse. Tom Best. Ok, ça a frôlé le Pocket Edition. Pocket Edition. Donc, mais ils existent aussi en édition standard, donc format classique. La Pocket Edition, déjà, ça c'est intéressant de le savoir, elle est vachement bien. Elle coûte moitié moins cher. Pourquoi est-ce qu'elle coûte moitié moins cher? Parce qu'elle est plus petite, mais aussi parce qu'elle est imprimée en Chine. En Chine, ça aide à baisser les prix. Donc ça, c'est moins bien. Mais c'est très lisible. Tu sais, on pourrait se demander si avec un truc aussi resserré, alors que la mise en page à la base, elle est pour un gros bouquin, si cette version resserrée est vraiment agréable à feuilleter. Moi, je les ai beaucoup lus, je les ai beaucoup utilisés comme outil de travail. Cette Pocket Edition, elle est très bien. Donc, pour les vieux geeks anglophones, je recommande l'achat de l'édition Pocket qui vaut 2 fois moins cher que l'édition classique, qui est facile à transporter et qui est très lisible. Je ne sais pas si je recommanderais les éditions Pocket, parce que chez Kobold Press, ils font tout en édition Pocket. Je ne sais pas si je recommanderais les éditions Pocket pour les gros suppléments de contexte, mais en tout cas pour le bestiaire, ça permet de diminuer la dépense par 2 et c'est vraiment très bien. Voilà. Premier point. C'est pas écrit trop petit? Non, je trouve pas, et j'ai des yeux de merde, hein, donc non, c'est vraiment, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à en chier, et en fait, c'est pile poil bien. C'est pile poil bien. Et tu avais fait une chronique d'ailleurs sur les héros et dragons en édition Pocket, si mes souvenirs sont bons, Ouais. sur la chaîne il y a longtemps, longtemps. À l'époque, on pouvait les trouver ouais, autrement qu'en se faisant racketter sur le marché de l'occasion. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, cette idée de format Pocket, elle est très bien, ça permet d'avoir pour un peu moins cher les produits. Sinon, quelle est la spécificité des bestiaires Cobalt Press? Donc déjà, d'un point de vue background, ils sont liés à l'univers de Midgard, qui est l'univers de chez Cobalt Press. C'est l'or des déverses à eux.
mais ils peuvent être utilisés dans n'importe quel, évidemment, contexte Medfan. Mais la particularité de Midgard en tant qu'univers, c'est d'être très lié aux mythologies, on va dire, européennes, type mythologie slave, mythologie des Balkans, Europe centrale et tout ça. Donc ça, c'est cool parce que ça donne vraiment une patine. On retrouve des monstres assez intéressants, dont notamment, ça a été mon drame, parce qu'il y a un certain nombre des monstres ici qu'on a aussi, nous, attaqués avec les Mushmen. Donc il s'agissait à chaque fois de proposer quelque chose de très différent. Mais il y a des monstres que moi, j'ai statés pour le bestiaire des Mushmen qu'on retrouve dans ceux-là. Et donc vraiment, ils ont été cherchés à la source. Donc on retrouve plein de monstres du folklore européen. C'est le Non, chien. rien, chien qui voulait de l'amour, qui commençait à donner des coups de patte à 30 cm de la souris, je sentais la catastrophe arriver. C'est pour ça que ça bouge ici, toi. Je tente de contenter chien avec une main d'amour qui lui fait des caresses. Ça, c'est Oui, mais aucun intérêt, quoi. non, mais comme on est à côté sur l'écran, pourrait prêter à confusion. Donc je précise que nous ne sommes pas dans la même pièce. Ça, JB, donne la patte, JB. Moi. Bref, un peu sérieux, merde. Revenons au bestiaire, putain, ça part Voilà, vite. ta communauté attend mieux de toi. Et, euh, et l'autre Ah particularité. non, non, alors, l'autre sadique là à côté, il me fait ouais viens, on a du temps ce matin. Je lui dis non mais tu sais, je reviens d'un festival, j'ai la tronche dans le cul, j'ai dormi 6 heures sur 3 jours, j'ai du mal. Non non, vas-y à fond. J'ai bien prévenu que j'avais qu'un demi-cerveau. Faut pas compter sur moi pour être canalisant ou quoi que ce soit. Je suis l'élément perturbateur de cette vidéo. Bon courage JB. Ouais, mais ce serait bien que tu poses des questions de temps en temps quand même, parce que sinon je me sens Faut très pas seul. poser des questions, on n'arrête pas de partir à côté du sujet. Donc si j'en ai une, déjà, donc ok, c'est du bestiaire rapport à Midgard. Mais est-ce qu'il y a un côté thématique qui est abordé, à part que c'est lié à l'heure des déverses? Non, c'est-à-dire que là, ce sont des bons gros catalogues de monstres. C'est d'ailleurs un point sur lequel je préfère le travail de Wizard of the Coast, parce que chez Wizard, à chaque fois qu'ils te sortent un bestiaire, en fait, tu as une moitié de bestiaire et une moitié d'autres choses, des articles, machin. Là, c'est un catalogue, c'est un monstre par page pendant 300 pages. Tu as 300, voire 400 monstres dans chacun des bouquins. Donc là, tu vois, il y a de la masse. Donc voilà, donc il y a un côté un peu aride de cette espèce de masse de bestioles, mais c'est vrai que quand tu feuillettes, notamment aux toilettes par exemple, euh, quand tu feuillettes le bestiaire, Qui ne l'a pas fait? voilà, donc bon, tu trouves, ah bah celui-là il est chouette, ah celui-là il est sympa, donc tu te mets un petit post-it de couleur, tu sais, un petit machin en te disant, lui je m'en servirai à l'occasion. Et non, tu n'es pas obligé de connaître Midgard pour pouvoir l'utiliser. Quand il y a une rupture vraiment trop radicale avec le DD-verse classique, ils font un petit encart, ils font un petit machin. Donc par exemple, comme ils ont leur propre cosmologie d'archidiable et de prince démon qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de D et D, ils te font, avant de les présenter, un petit encart, genre c'est l'archidiable de quoi, c'est le prince démon de quoi, quels sont ses objectifs et tout. Même chose, il y a les seigneurs féeriques, donc les princes et les princesses des fées. À chaque fois, ils te font un petit encart en disant, bah voilà, lui c'est le prince de quoi, c'est la princesse de quoi, et tout ça. Donc c'est quand il y a besoin de rajouter un peu de contenu, ils le font. Et, et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, l'autre point qui est technique, qui est à toujours garder en tête, c'est que ce sont des bestiaires sensiblement plus agressifs que les bestiaires de chez Wizard. Les monstres sont un peu plus durs à tuer, tuent un peu plus facilement parce qu'ils sont un peu plus dangereux. En gros, c'est moins un bestiaire pour casual gamer, c'est plus un bestiaire pour table de PJ avec des épaules larges et les dents longues, quoi. Ouais, d'un autre côté, enfin, je sais qu'au niveau des, des vieux, c'est-à-dire des joueurs habitués au bestiaire des éditions précédentes, c'est quand même souvent revenu ce côté, on a staté des bestioles pour des groupes d'aventuriers à niveau, mais sans équipement. Et qu'après, bah, faut tout le temps repasser derrière pour remonter un peu la dangerosité de tes monstres, bah, parce que, en fait, enfin voilà, il y a quand même une différence niveau adaptation. Mais arrête les coups de patte, s'il te plaît. Hein? Chut, sage. Euh, c'est ça. Mais donc effectivement, ces bestiaires, par contre, ont ce côté à l'ancienne avec des... ouais, on a pris en compte que les aventuriers se baladent pas à poil dans les donjons, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les bestiaires Wizard of the Coast sont conçus en partant du principe que les PJ
Elle est là, elle est là. Sur méga câlin, elle va arrêter de nous, voilà. Voilà, là tu vois le nombre de vues qui monte. Je sais pas si elle est très vendeuse hein, en termes de vues. J'ai l'impression qu'elle est surtout méga perturbatrice, quoi. Mais Oh non, regarde, elle est toute choupie. Et donc en gros, les bestiaires Wizard of the Coast sont conçus sur le principe de pas de multiclassage, pas de dons, pas d'objets magiques. Ceux-là sont conçus sur on va dire pour le vrai public de release qui est prêt à acheter plein de bouquins, c'est-à-dire multiclassé, optimisé jusqu'à la mort et blindé d'objets magiques. Donc il y a un delta de puissance qui est certain, mais par contre, un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils n'aient pas playtesté leur monstre. La page de remerciement aux playtesteurs est monstrueuse. Tu as une pleine double page de voilà tous les gens qui ont playtesté nos monstres. Donc en gros, on est sur du contenu qui a été playtesté en long, en large et en travers. Sachant que là, j'ai les 3 premiers, mais il y a un Tome of Beast 3, donc leur 4e bouquin, qui a été full lancé l'année dernière et qui va pas tarder à arriver. Là, il est en presse, là, donc il tombe pareil. Donc je verrai si je peux le récupérer en édition pocket aussi pour avoir la collecte. Et donc voilà, les mecs connaissent leur taf. Encore une fois, c'est la plus grosse boîte d'édition après Wizard, en tout cas en termes de régularité. Ils ont leur supplément de contexte, ils ont leur campagne, leur scénario, leur supplément pour les joueurs, donc avec des nouveaux archétypes 5e et tout, leur supplément d'objets magiques. En gros, si tu veux jouer en 5e sans filer un copec à Wizard of the Coast parce que t'aimes pas Hasbro, parce que tu préfères filer du pognon à des plus petits, tu as une gamme complète, je dis bien complète, chez Cobalt Press. Donc ça, il faut le savoir, avec des choses qui ont plutôt un bon pédigré, notamment leur grande campagne dans le sous-monde qui s'appelle Empire of the Ghouls est apparemment très populaire. Donc il y a vraiment il y a du bon contenu. Leur univers est assez donc typé à cause de ce truc rapport on va dire, au folklore européen et aux légendes un petit peu sombres. C'est un univers, oui, c'est un univers un peu gritty, hein. Il est un petit peu hardcore. Et donc voilà, c'est l'alternative à Wizard. Et il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par Cobalt Press et en gros jouent dans Midgard avec les suppléments Cobalt Press de A à Z, quoi. donc, si je veux résumer, l'intérêt pour ceux qui lisent en anglais, c'est que ça existe en édition de poche, qu'il y a moyen de les choper, et qu'on va dire clairement, c'est mieux fait que les bestiaires officiels des D5 d'un point de vue stat, parce que d'un point de vue background, c'est. Je Pardon. dirais pas que c'est mieux fait. Parce que moi j'aime bien les bestiaires Wizard, je les trouve chouettes vraiment, et même parce qu'après moi j'ai tendance à jouer, tu vois, sans multiclassage. J'aime pas les gros bills. Un joueur gros bill à ma table ça me fait chier. Mais par contre, faut reconnaître que ça correspond à beaucoup de la pratique donjonesque, c'est-à-dire qu'il y a un côté fun à faire ton super perso custom et tout ça. Et donc c'est vrai que je pense que par rapport à la réalité de beaucoup de tables, les bestiaires Cobalt Press, en étant plus agressifs, sont plus adaptés. Mais je dirais pas que c'est mieux fait. Je dirais que ça correspond plus, on va dire, à un public de hardcore gamer, alors que les bestiaires Wizard, c'est plus pour un public de casual gamer. Et ils sont plus. Parce que c'est pareil, ça avait été un retour aussi de certains qui avaient été un peu déçus qu'il n'y ait pas énormément de monstres dans les bestiaires Wizard. Là, on est sur, Ah, il y en ce que tu a disais tout à l'heure, plein. il y en a dans tous les C'est sens. une masse de bestioles. Tu as des dragons de partout, des demi-dieux de partout, si tu veux vraiment des gros meumeux. Tu as des petites bestioles partout. Et même au niveau des catégories de bestioles qui sont un petit peu délaissées par Wizard, par exemple, là, tu as des fées, tu en as en veux-tu, en voilà, des peuples féeriques, des créatures féeriques, il y en a plein. Il y a des créatures, parce qu'il y a une ambiance très steampunk dans le monde de Midgard, donc des créatures mécaniques, il y en a partout, des espèces d'automates et des machins. Donc, tu retrouves une proposition qui complète vraiment très bien celle de Wizard of the Coast. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que les monstres de Wizard of the Coast ont tendance à être très connus, surtout maintenant, après X années de vie de l'édition. En gros, si on est une équipe qui a déjà joué 3-4 campagnes, tous les monstres du Monster Manual, tu les as croisés au moins une fois. Là, ça permet de dégainer un monstre surprise avec des capacités parfois très surprenantes sans que les joueurs, tu sais, que les joueurs retrouvent le frisson du mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce qu'il Et nous c'est fait là, très tu vois? cool. Ouais.
Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je trouve que c'est une offre qui est très complémentaire. Et encore une fois, quand tu peux. Donc voilà, la version Pocket, elle est à 25 balles. Tu as 300-400 monstres. Bon, bah voilà, c'est pas un gros investissement. Et sachant qu'en plus, chez Cobalt Press, ils font les choses bien, puisque chaque bestiaire est livré aussi. Tu peux acheter à côté un set de pions carton. Donc tous les monstres existent en version cartonnée. Et aussi un recueil de repères, c'est l'air de base, machin, de nid, où Ah en non, mais gros en français, ils ont Area, Iowa. Ouais, ouais, enfin, voilà, ils ont utilisé repère. voilà, en gros, l'idée c'est que 20 des monstres du bestiaire, on te propose un supplément à côté, donc je sais pas, de tous les niveaux, j'imagine une petite et un très gros avec tout ce qui va entre temps. Ils te proposent 20 leur nid, leur base d'action, en fait, un espèce de un petit dungeon crawl tourné autour. Donc c'est-à-dire que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour mettre en place le bestiaire, quoi. Et l'intérêt pour les lecteurs que français, eh ben, c'est que c'est bientôt chez BBE, quoi. Enfin, Voilà, bientôt. Ça arrive un de ces quatre chez BBE quand sort Roll and Play. Voilà, quand sort Roll Play JDR, vous allez avoir les deux premiers, sachant qu'il y a vraiment des trucs. Je vais revenir là-dessus parce que ça donnera peut-être un petit supplément d'âme à Donne des l'entretien. exemples. Bah, voilà, bah, par exemple, dans ceux que vous allez avoir chez BBE, donc je vous parle même pas. C'est con parce que je dois l'avouer, mon préféré, c'est celui qui ne va pas encore être, qui n'a pas été annoncé comme traduit en français, c'est le troisième. Mais même sur le premier, sur les deux premiers, vous allez trouver par exemple dans le Tome of Beast 1, qui a donc déjà été traduit, mais qui va être à nouveau disponible en boutique, donc le Codex des créatures 1 en Roll and Play JDR, vous allez trouver les trois cavaliers de Baba Yaga. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le conte. De Bayaga, oui. Ouais, donc en gros, c'est con parce que j'avais sorti un de mes vieux, mais avec ce setup, vous allez rien voir. J'avais sorti un de mes vieux livres de contes. On voit un peu, ouais. J'ai toute une collection de livres de contes et dedans, on retrouve les vieilles illustrations de 1900, 1902 pour être précis, de Ivan Bilibin, où on voit les cavaliers de Baba Yaga. Alors j'espère que je vais vous les trouver, par exemple, parce que Baba Yaga, c'est donc la célèbre sorcière des contes de Férus. C'est peut-être la plus puissante sorcière, on va dire, de la mythologie d'Europe centrale. Et elle a trois héros, au sens H-E-R-A-U-T, qui sont ces trois cavaliers, le cavalier rouge, le cavalier blanc, le cavalier noir. Et dans au moins un conte concernant Baba Yaga, un célèbre peintre les a représentés. Et donc on les voit, j'espère qu'on va bien les voir. Il n'y en a que dalle. Voilà. Que dalle. Ah bah, ça sert à quelque chose d'avoir un nouveau PC, hein. Ouais, mais je suis désolé, ça craint. Et bon, voilà, en tout cas, on peut les retrouver représentés par un peintre de l'époque, enfin en 1902, quoi. Moi, je trouve ça génial. Et j'ai grandi avec ces images-là parce que ces bouquins de contes-là, je les ai depuis que je suis petit. Et donc, bah, ces cavaliers de Baba Yaga sont statés dans le premier bouquin que vous allez avoir en français, donc Codex des créatures 1, et Baba Yaga elle-même est statée dans le deuxième. Donc c'est une super sorcière hachement balèze. Et voilà, ça c'est des petits détails, moi, qui m'ont touché, ça m'a fait plaisir de les avoir, de pouvoir les proposer. Mais pareil, par rapport au mythe de Baba Yaga, il y a un autre personnage qui est très lié, qui est le personnage de Koshei, Koshei l'immortel, qui est un espèce de roi sorcier, c'est presque un Asgul en fait, espèce de roi sorcier russe qui a caché sa mort, donc ce qui fait que comme elle est cachée, personne ne peut le tuer en fait, c'est le prototype du phylactère de la liche en fait, et il est statué dans le premier bouquin, donc pareil, c'est un super personnage avec une belle tronche de roi sorcier russe, et voilà, et tu retrouves ces trucs-là dans les bouquins de Cobalt Press, et moi je trouve ça assez chouette. Ok. Bah, moi, je trouve qu'on a une bonne idée, sauf si tu nous représentes d'autres types de bestioles. Bah là, comme ça, alors après, Ah, mais il a rien préparé, voilà, il me harcèle pour faire des vidéos. non, j'ai préparé, mais ce que je vais dire, en fait, ça m'embête parce que c'est vrai que on nous reproche assez souvent ici, enfin, en tout cas moi, de parler de bouquins en anglais, et en fait, je vais chanter les louanges d'un truc qui est dans le troisième, c'est celui qui ne sera pas traduit. Mais bon, voilà, je vais le faire quand même. Ne sera pas Euh, encore traduit. Toi, à mon avis, si BBE, ils ont eu les droits pour le 1 et le 2, si Roll and Play marche, il y a des chances qu'on ait la suite. Et puis, alors, si Roll and Play marche pas, ça serait une grosse surprise, quoi. oui, je pense que non, mais je pense qu'on aura le troisième à un moment, ça dépendra des ventes, mais bon,
Toujours est-il que dans le premier bouquin, il te montre un certain nombre de seigneurs fées qui sont assez classiques. Donc, tu as la reine de l'hiver, le prince de la chasse, la reine de la magie. Donc, des choses qu'on imagine bien, même chez Wizard of the Coast. Je les ai trouvés sympas, mais ils ne m'ont pas bouleversé. Mais dans le deuxième Tome of Beast, donc le troisième bouquin qui ne sera pas traduit, celui-là, que vous ne voyez pas bien. Ah, comme ça, c'est un peu mieux. Que vous ne voyez pas, il y a 2 nouveaux seigneurs fées qui sont super originaux et qui, moi, m'ont beaucoup, beaucoup fait triper. Je veux absolument les mettre en scène d'une manière ou d'une autre dans mes campagnes. Et Mais qui sont-ils? mais qui sont-ils? Mais le problème, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des personnages classiques de contes de fées. Ils ont vraiment été conçus spécifiquement pour le bestiaire. Mais même au niveau du gameplay, ils sont vraiment très bien. Et notamment, il y en a une. Bon, alors, le problème, c'est que si j'en parle, je la spoil. Donc, c'est un petit peu dommage. Non, mais enfin, au pire, si tu la spoil, tu vas juste donner envie à des MJ, toi, de foutre la main dessus pour pouvoir la voir, quoi. Voir, tu vas peut-être pouvoir donner l'idée à des MJ de la faire elle-même à la maison. Enfin, moi, je suis pro spoil, là, sur le coup, hein. Tu sais, on spoil une bestiole de bestiaire, c'est pas la mort, là. On donne pas la fin du scénario, c'est ça. Donc ça, moi, c'est du spoil qui passe, quand même. Ouais, mais après, comme c'est une seigneur des fées, c'est un personnage majeur. C'est une faction, en fait, presque plus qu'un simple. On spoil, ok. Donc en gros, c'est la Lady of the Midnight Teeth, donc ce qui pourrait se traduire, je pense, en français comme la dame de la fringale de minuit. Tu vois, donc déjà, il y a un côté un peu étrange, tu vois, tu t'imagines une dame de la fringale de minuit, tu sais, du petit casse-croûte de minuit, des choses comme ça. Et en fait, c'est une seigneur gnome, donc tu imagines une super gnome, tu sais, en tenue d'apparat, la choucroute, le machin. Et en fait, c'est la dame patronesse des Blue Barbers, qui sont en fait une confédération de gnomes, donc les barbiers bleus, qui bossent dans toutes les grandes villes de Midgard et qui font en gros voilà, le coupe-chou, le machin, la coupe et tout ça, donc, et qui ont tous les cheveux, la pilosité bleue. Donc tu vois, c'est des machins. Et elle, c'est leur dame patronesse. Et en fait, donc, elle contrôle tout le réseau de barbiers, coiffeurs, éventuellement un peu rebouteux, parce qu'on sait que les barbiers étaient un peu. C'était ceux qui pouvaient aussi faire 2, 3 trucs. Dans le western, tu sais, parfois on va voir le barbier quand on a besoin de réparer 2, 3 trucs. Et donc elle contrôle tout ça. Et évidemment, le mec, pendant qu'il te taille la barbe, pendant qu'il te rase, ça papote, tu vois. Donc en gros, c'est un réseau de renseignements où on recueille des informations et on lui transmet. Et donc la nana, elle est dans le monde féerique, elle a son palais, donc un truc absolument somptueux. Et le twist, c'est qu'en fait, donc, c'est une petite gnomette toute chouette, mais dans l'image qui la présente, en fait, tu la vois en train de regarder un miroir, et dans le miroir, elle est là avec son verre. Non, en vrai, elle est là avec son verre, toute souriante, et dans le miroir, tu vois qu'elle a des dents comme as, elle a une mâchoire de requin, et c'est pas un miroir, c'est un rasoir ensanglanté qu'elle a dans la main, parce qu'en fait, elle est cannibale. Et donc, la fringale de minuit, c'est que les invités qui restent un peu trop longtemps à ces soirées ne repartent jamais. Tu vois. Et donc, elle a un côté, elle est terrifiante, c'est-à-dire qu'elle a ce côté, tu sais, très qu'on retrouve dans les sorcières de contes de fées, qui est de pouvoir parler avec les miroirs. Donc, en gros, elle peut s'adresser à tous ces Blue Barbers à travers le monde réel, à travers les miroirs. Elle file ses ordres, elle peut voir ce qui se passe à travers n'importe quel miroir. Son palais, c'est un palais des miroirs, et elle s'en sert en combat. Elle a un certain nombre de capacités spéciales liées aux miroirs, donc notamment, elle peut faire que les PJ se font attaquer par leurs propres reflets, tu vois, enfin, tu as des trucs bien dégueulasses. Et évidemment, ce tout petit machin, il a un côté killer rabbit des Monty Python, c'est-à-dire qu'elle, quand elle attaque à la carotide, c'est-à-dire qu'elle va essayer de te saigner et de te faire une grosse bouchée de chair vivante. Et donc, c'est un monstre qui est profondément flippant. En gros, c'est Sweeney Todd en version XXL, mais c'est une dame des fées, donc c'est une dame de la noblesse, donc t'imagines bien que tu peux éventuellement t'en sortir vivant si tu réussis un bon jet tu sais, en bonne manière, si tu as des bons mots et tout. Et donc je trouve que sur ce personnage-là, ils ont vraiment retrouvé le côté, le mélange de merveilleux et de creepy des vrais contes de fées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais.
Et l'autre seigneur fée, dans un genre tout à fait différent, pareil, il est Ça fascinant. fait un peu penser à Vlad l'Empaleur, le côté si t'as le bon mot, ça va, il t'empalera pas, quoi. Mais sinon, ça va mal se passer. Voilà, et autant tu vois ceux du premier avec vraiment le côté la reine de l'hiver, bon, bah, tu vois le prince de la chasse, tu vois tout de suite. Là, il y a un côté vraiment très original et à la fois très classique, mais tu sens que c'est là, pour le coup, une reine de l'hiver, tu vas la trouver chez Wizard of the Coast. Cette Lady of the Midnight, tu la trouveras jamais dans un produit Wizard. C'est vraiment un truc très Midgardien. Et moi, j'ai tout de suite eu envie de la mettre en place. Tu peux être sûr que dans mon univers perso, maintenant, il y a des barbiers bleus un peu partout et des miroirs bien en évidence dans chaque boutique, tu vois. Alors déjà, ta cam, elle t'a pixelisé comme un Minecraft, mais oui, effectivement, enfin sur le, je sais pas si ce sera enregistrement ou pas. Sur l'intérêt du personnage, aussi le côté, enfin ça joue sur les gnomes, c'est quelque chose de complètement sous-exploité. Ça joue sur une guilde d'artisans, quelque chose de toujours sous-exploité. Ça remonte là-dessus du genre, ouais, on a le marché de l'information, donc même tes joueurs qui commencent à découvrir le truc, ça va plus être, ah, mais en fait, vous êtes un réseau d'espions. Pour au final finir, vous êtes une secte de cannibales. Alors que vous êtes des gentils petits gnomes barbiers qu'on s'en doute pas forcément. Donc oui, enfin, c'est sympa et puis ça change. Voilà. Moi, Puis tu vois, c'est pas un aubergiste cannibale pour une fois. voilà, mais en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la montée. Parce qu'exemple, tu as le premier truc où les mecs se rendent compte qu'effectivement, tu peux avoir des infos en leur en parlant. Et à un moment, dans un moment de montée, on va dire en terreur, ils vont être invités à dîner chez la patronne. Tu vois, donc t'imagines les PJ un peu. Faut être costaud quand même. Donc des PJ un peu expérimentés qui vont se pointer euh, en territoire féerique, être invité à dîner un peu endimanché, tu joues la soirée de façon très sympa, et puis tu commences à, tu vois, à faire des fausses notes. Et l'heure tourne, et à un moment, il va être minuit, il va se passer quelque chose. Et là, aux joueurs de voir comment ils vont gérer, est-ce qu'ils vont chercher juste à s'enfuir, est-ce qu'ils vont arriver à ne pas être sélectionnés pour être le prochain repas, ou est-ce qu'au contraire, ils vont affronter le mal et se faire un combat absolument dantesque dans le manoir au miroir et affronter la dame, quoi. Et tu as plein d'options et je trouve ça assez cool. Ok, donc ça c'était monstre numéro 1 surprenant, monstre numéro 2 surprenant. Alors, surprenant, il est plus classique, mais pareil, c'est un seigneur féerique, donc c'est un des 3 seigneurs féeriques du troisième bouquin. C'est le Commander of Horn and Gold, donc le commandeur de la corne et de l'or, et qui est en fait donc un chevalier féerique. Donc tu imagines un, un seigneur fée en armure. Il a un peu une armure qui ressemble à celle, tu sais, dans Hawkmoon, le chevalier d'or et de jet. Tu sais, donc il a une armure noire avec des liserés d'or et tout, mais il a aussi des éléments qui sont en fait des cornes de viverne taillées. Donc c'est pour ça qu'il est Commander of Horn and Gold, donc des éléments en fait des trophées noirs de cornes qui intègrent son armure. Et en gros, le mec, c'est un soldat qui a été placé à un endroit pour le garder. Et cet endroit, en gros, c'est la grande mine où les seigneurs féeriques creusent pour faire l'or des fous. Tu vois. Donc, il est Commander of Horn and Gold. Donc, le gold, c'est l'or des fous. C'est là où, donc, en gros, tous les mecs sous ses ordres extraient l'or des fous et font les pièces. Et Horn, pourquoi? Parce que la grande mine en question, c'était un nid de vivernes, enfin en gros de Elder Drake, donc de dracs sombres, dracs des ombres, espèce de dragon mineur noir. Et donc ils ont trouvé un accord, c'est-à-dire qu'en gros, les dracs restent dans la mine, mais sous les ordres du commandeur, et en échange, lui les protège, mais peuvent lui servir de monture. Donc c'est vraiment le chevalier féerique dans toute sa splendeur. Et il a ce truc que, comme l'or des fous, le but c'est quand même de tenter les mortels et de les payer avec cette espèce de poudre de perlimpinpin. Euh, la tour sur laquelle il règne, qui est son domaine, qui est au-dessus de la mine, elle est à la fois dans le monde des fées et dans le monde mortel. Et donc, en gros, c'est le Fort Knox féerique. Le mec, c'est le commandant, et c'est un pur guerrier, donc il chevauche sa viverne noire et tout, il est trop stylé, et lui, je pense qu'il a un potentiel en tant que maître de donjon.
Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, tu imagines bien qu'une bande de PJ sans foi ni loi va essayer d'attaquer la tour, tu vois, pour essayer de récupérer des trésors et tout. Et je trouve qu'il a un gros potentiel, et il a aussi un gros potentiel géopolitique, c'est-à-dire euh, les pays qu'il va financer avec l'or des fous, et se retrouver dans une position de planche à billets, en fait, tu vois. Et donc, je trouve ça assez intéressant comme concept aussi. Ouais, on est sur du gardien de banque plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Putain. Punaise, en plus, tu gesticules sur moi, hein. Tes 25 kilos, je les sens passer. Ah. Donc voilà, c'était tout ça pour donner des exemples, mais il y a plein de créatures intéressantes dans les trois bestiaires, il y a vraiment des trucs Ça à met un peu faire. la barre haute avec la gnomette barbe bleue, là, effectivement, je trouve que c'est assez, oui, c'est assez vendeur, quoi. Enfin, ouais, rien que l'idée, ça donne envie d'adapter ce genre de personnage tout foufou à peu près n'importe où, même sans acheter le bestiaire. Enfin, on est quand même, enfin, ouais, on est sur du pas trop vu, pas trop entendu 25 fois, quoi. On est d'accord, et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait justement une montée en puissance en originalité. Parce que après, voilà, pareil, sur toute leur puissance majeure, ils font un travail pour être assez éloignés de Wizard. Donc leurs princes démons, c'est pas les mêmes, leurs archidiables, c'est pas les mêmes. Mais c'est vrai que parfois, on va dire la singularité, elle est de surface, tu vois. Oui, c'est une petite variante. Mais là, sur ces deux seigneurs-là, je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus. Il y a vraiment, tu as tout de suite envie de les mettre en scène. Et pareil, sur certains de leurs monstres, ils trouvent vraiment des trucs sympas. Mais de toute manière, sur une telle masse de monstres par bestiaire, vous trouverez toujours un truc qui va vous enflammer l'imaginaire. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et encore une fois, les éditions Pocket, elles sont à 25 balles en anglais, ça vaut rien, quoi. Oui, après, il y a le frais de port, faut les commander les trois d'un coup si possible, quoi. Enfin, si tu lis l'anglais. Chez une célèbre boutique francophone en ligne, je ne nommerai pas, ils ont régulièrement les produits Cobalt Press, hein. On peut les trouver assez facilement en français sans frais de port prohibitif. Ok. Bon, bah, fouiné, je ne sais pas ce qu'il a en tête. Donc, il veut pas le dire, il le dit pas, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas, c'est pas. Enfin, bon, après, oui, bon, bah voilà, en gros, chez Philibert, on trouve tous les produits Cobalt Press assez facilement. Oui, bon, on peut le dire, ils sont pas, voilà, ils sont pas méchants. Et bah, du coup, c'est cool. J'allais te dire, fais ta pub pour la vidéo que tu vas faire avec Wary, mais bon, de toute façon, je pense que t'as pas besoin de pub pour ça, mais quand même. Et puis, ouais, Bah, projet de taré, quoi. Bah, non, mais voilà, on passe en mode full langage hermétique avec Wari, donc on va l'enregistrer cet après-midi. On va commenter le deuxième document de playtest de DD 5.5 qui est tombé il y a 3-4 jours, là. Donc là, attention, ça va être pas, tu sais, c'est discussion stylo et calculette dans la poche, et les grosses lunettes, discussion d'ingénieur, quoi. Donc, ouais, là, ça va être intéressant à suivre. Et puis, bah, attends, tu sais, on avait oublié de dire un truc, mais tant pis, donc je vais le prendre en début de vidéo. Le fait de conseiller aux gens de diminuer la qualité de lecture des vidéos Oui, YouTube. tout à fait. Voilà, si, parce qu'il y a un vrai problème avec le streaming. Tu sais que, bon, vous savez, les gens de la communauté Vieux Geek, et Vieux Geek et moi, enfin, je pense que ça se sait maintenant, on est assez écolo. Et c'est vrai que ça va pas forcément avec l'idée de faire des vidéos sur YouTube, parce qu'une vidéo de YouTube, ça consomme. Et il se trouve qu'il y a un petit geste simple que vous pouvez faire au début de chacune de nos vidéos pour diminuer très nettement la consommation électrique du serveur qui vous envoie votre petite vidéo YouTube avec nos deux tronches dessus, c'est de diminuer la qualité vidéo et notamment passer en 360 de qualité vidéo. Vous allez sur la petite molette, vous allez en 360 et en 360, vous allez voir que ça reste très regardable. Le son notamment ne bouge pas. Il y a que l'image qui perd un peu de grain. Et par contre, en termes de demande énergétique, c'est vraiment très en dessous. Et moi, je regarde toutes mes vidéos YouTube en 360 et je vous encourage à faire la même chose. C'était notre message écologique. Bah, sur ce, à la prochaine. J'espère que tu auras vite plein de vues pour pouvoir dormir. Après, tu cherches, hein, présenter des bestiaires VO, tu cherches. Oui, mais bientôt, en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu mettes en gros roll and play le JDR sur le titre de la vidéo. Comme Les ça, on fera futures plein de vues. perles de Roll and Play.
Hein, une ouais, voilà, mais un comme titre ça, bien, on bien attire, tu vois, cliqué. on attire à nous le public de Roll and Play. Mais sinon, c'est vrai qu'avec Tom of Beast en VO édition Pocket, je prédis pas un grand avenir à Ouais, celle-ci. ouais, je pense que ta vidéo va plafonner à 300 vues. Mais bon, oui, voilà, je ferai mon travail de vrai youtubeur qui apprend à être un youtubeur à vendre du rêve et tout avec du clic, du titre bien putaclic. Voilà. Non, mais pas les coups de papate sur l'ordinateur. Voilà. Hop, ben, je te reprends en privé. Eh ben, salut les gens. Et Bye puis à bientôt bye. sur la chaîne, JB. Bisous, bisous.